Vous prêt à vous isoler encore? Le ministre Dubé espère que oui. Préparez vos enfants, des enseignants non qualifiés, il y en aura cette année. Fermeture du journal Métro, est-ce la faute de Valérie Plante? Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô André-Sylvain. Eh bien, les vacances sont terminées à Québec. Les ministres se sont rendus à l'Assemblée nationale aujourd'hui et, fidèles à leur habitude, ils se sont arrêtés devant le micro des journalistes. Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui, je pense, méritent d'être soulignées. D'abord, surtout, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui ramène un sujet que, je vais être franc, là, plus personne veut entendre parler, mais que malheureusement, on ne peut pas éviter. Non, je parle pas de Donald Trump, pour te rappeler l'édition d'hier. La COVID-19. Tu sais, le virus est toujours là, puis malheureusement, le risque de faire d'autres victimes est encore là, lui aussi. Donc, Christian Dubé avait un message pour les Québécois qui vont contracter le virus cet automne, parce que malheureusement, il va en avoir. Isolez-vous pendant quelques jours. Tu sais, pas commencer à se promener, le visage à l'air, tousser dans le visage de tout le monde. Isolez-vous quelques jours. Évidemment, bon... Québec ne va pas se contenter tout simplement de faire passer son message là, par son ministre de la Santé. Il va aussi avoir une offensive publicitaire à l'automne. Ce qui inquiète, entre autres, c'est l'émergence du variant Iris. Iris, c'est E-R-I-S. Iris. Ouais, pas Iris comme les yeux. Exactement. Iris. Iris. Puis donc, écoute, évidemment, tout ça, ça vise à protéger les personnes vulnérables. Je te rappelle que 75% des Canadiens présentent maintenant une immunité à la COVID-19. Moi, personnellement, j'ai vécu la COVID-19 deux fois dans mon entourage. Il y a deux victimes de la COVID-19 dans mon entourage. Alors, victimes, tu veux dire des décès? Des décès, oui. Ouais. Deux décès de personnes, une proche et une de ma famille, je vais dire ça comme ça. Et puis, je sais que ça peut faire des ravages. Donc, sincèrement, s'isoler, tu sais... 3-4 jours de télétravail, là, ça vaut peut-être la peine pour sauver plusieurs vies. J'espère tellement que ça va finir par arriver, mais j'ai l'impression qu'on a déjà oublié. Mais moi, là, oui, pour la COVID, mais pour une gastro, pour tout ce qui est contagieux, là, je peux pas croire qu'on n'a pas appris ça pendant la pandémie, qu'on reste chez nous. On peut-tu éviter là, d'aller faire l'épicerie? On peut-tu éviter d'aller à réunion de parents? On peut-tu éviter d'aller dans ces endroits-là? Il y a des places qui sont pas essentielles. Le télétravail est là, on est tous capables. Puis si on est obligé de sortir, on le sait maintenant, là, on porte le masque, puis ça peut protéger un paquet de monde. Puis oui, on peut, parce qu'il va en avoir encore des décès, là, puis ça sera peut-être pas la personne que toi, tu vas contaminer, mais elle, on sait pas qui elle va contaminer, puis c'est comme ça que ça se promène. Il y a aussi les effets de la COVID longue. La COVID longue, ça existe encore. Là, fait que ce soit pour la COVID ou pour autre chose. J'ai pas peur de mourir de la COVID. Là. Puis les gens qui nous écoutent, là, probablement qui n'ont pas peur de mourir de la COVID non plus. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est juste pour arrêter la propagation du microbe. Puis moi, je le dis, que ce soit pour la COVID ou autre chose, je peux pas croire qu'à l'avenir, même si c'est la fête de quelqu'un, tu étais supposé y aller, hey, tu te sens pas bien, tu fais de la température, reste chez vous. Même si tu as fait le test de COVID, on le sait que c'est pas fiable de un. Là. Fait que reste à la maison. Là, je dis pas la moindre petite toux. Là, à un moment donné, il faut être brillant puis logique aussi. Là, ça nous arrive tous d'avoir le nez qui coule. Mais on le sait, c'est quoi les symptômes. Là. Si on fait de la température, on a le nez qui coule, on tousse. À un moment donné, ça commence à ressembler. Si c'est pas la COVID, c'est la grippe. Ce qui est pas mieux. Je veux pas plus que tu viennes me donner la grippe. Il y a des victimes de la grippe aussi à chaque année. Là. Les personnes vulnérables sont vulnérables à tous les virus de ce genre-là. Si je peux peut-être entre guillemets, réconcilier un peu, là, moi, je prends le métro à tous les jours et j'en vois des gens avec le masque. Ouais. Il n'y en a pas autant que quand on a ouvert le transport en commun. Ben, là, il n'a jamais vraiment fermé, mais quand les gens sont retournés au travail et tout ça, il n'y en a pas autant que ça. Mais tu vois des fois qu'il y en a ils préfèrent porter le masque. C'est devenu, je te dirais, socialement acceptable. Alors, pourquoi ne pas le faire? Oui, puis il y avait cette campagne de publicité, je sais pas si tu te souviens, là, que ça disait telle personne est gentille pour telle raison dans les bureaux, puis telle personne est vraiment gentille parce qu'elle a porté le masque ou elle s'est absentée du travail parce qu'elle était malade. Moi, j'ai eu la COVID au mois de mai lorsque je suis revenu du Mexique, mais je savais pas que c'était la COVID. Dernière journée au Mexique, je filais pas, puis tout ça. Puis dans l'avion, j'ai demandé un masque. Puis là, tu vois les deux personnes qui étaient assises à côté de moi parce qu'on était 4. Fait que ma femme, mes enfants étaient de l'autre bord, puis moi, j'étais dans l'autre rangée de 3. M'ont dit, veux-tu qu'on le porte? Nous autres aussi, ils pensaient que j'étais un peu
un peu freak, là, puis que j'avais peur dans les avions. Je dis non, j'ai dit, tu sais, j'ai mal à la gorge, j'ai fait de la température, je veux pas prendre de chance, j'aime autant porter le masque. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai fait le test et comme de fait, j'avais la COVID. Fait que, ben, écoute, peut-être que je les ai contaminés quand même, là, tu sais, c'est pas 100% le masque, mais j'étais quand même vraiment content de l'avoir porté. Puis je l'ai porté dans ma maison aussi. Puis ça a fait en sorte que les autres l'ont pas eu. Les 3 autres de la maison ne l'ont pas eu. C'est comme ça que je l'ai circonscrit aussi à la maison. Porter le masque, tu t'isoles dans un endroit de la maison où il n'y a pas trop de monde. Puis t'évites les contacts. Et puis, c'est pas, c'est plus comme, tu sais, au début, c'était 10 jours. Là. Hey, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai eu, là, moi, j'étais à mode là, quand je l'ai eu. C'était le premier Noël. Là. Puis là, c'était en rotation. Donc, c'était toujours parce que ma blonde l'a eu, elle me l'a transmis, on l'a transmis aux enfants. Puis là, dans ce temps-là, c'était 15 jours. Là. Mais c'était pas 15 jours, elle, là, parce qu'elle a fini au bout de 15 jours. Mais comme il y avait quelqu'un d'autre dans la maison qui l'avait, ça s'ajoutait aux 15 jours. On était 1 mois de temps là, dans la maison. Il nous interdisait d'aller dans la rue là, pour être sûr de ne pas croiser un voisin et de ne pas y parler. T'sais, là, on n'est plus fou comme ça. Là. On sait que c'est un 3-4 jours. Faites attention, restez chez vous, essayez de sortir le moins possible. C'est quand même pas tant demandé. Puis il s'appelle Iris parce qu'il risque de l'avoir. Hein. Fait que, on va tous y passer. J'espère juste qu'il risque pas d'être fort. Oh! Bon, alors, je te parlais qu'il y avait plusieurs ministres à Québec qui avaient retenu l'attention. Il y en a un autre qui m'a fait un petit peu grincer des dents, je dois l'avouer. Sais où tu t'en vas. Bernard Drinville, ben oui. ministre de l'Éducation. Disons qu'il a été un champion aujourd'hui pour faire baisser les attentes en ce qui concerne les enseignants qualifiés dans nos écoles. Il a dit, et je te le cite, qu'il y aurait beaucoup de profs non légalement qualifiés dans nos écoles. Il faut dire que l'an dernier, à la même date, là, environ à la mi-août, il manquait 700 professeurs au Québec au milieu du mois d'août, comme ça. Tu sais, c'est dans 2 semaines, là, la rentrée scolaire. Là. 700 professeurs qui manquaient l'année passée. Il en manquait toujours 140, puis on était rendu à la mi-septembre. Fait que là, tu as l'école depuis 2-3 semaines, et il manque encore 140 personnes. Ça, c'était l'année passée. On risque de revivre un petit peu le même scénario cette année. Je touche du bois pour que ce ne soit pas le cas, mais le ministre Drainville a comme préparé le terrain à ça. Il avait l'air de chercher encore plus de professeurs. Est-ce qu'ils vont tous être là pour le début de l'année? Peut-être, mais il va en avoir beaucoup dans les écoles des professeurs non qualifiés. Bon, on va toucher du bois, franchement, parce que l'objectif du ministre Drainville, puis tu sais, je comprends, étant donné la situation et tout ça, puis la difficulté d'avoir des enseignants qualifiés dans nos classes, mais quand même, il a dit que l'objectif, c'était d'avoir un adulte dans chaque classe au début de l'année. Un adulte. Pas un enseignant, pas un bachelier, pas un adulte. Donc, c'est un peu ça le barème là, qu'il a placé. Écoute, moi, je pense aux enfants, évidemment, qui vont rentrer en première année puis qui vont... Tu sais, t'apprends à lire, t'apprends à écrire. Si t'as un problème de dysorthographie, de dyslexie, un adulte, ça va-tu vraiment être capable de bien spotter ce problème-là? Alors, tu sais... Qui va évidemment évoluer. Hein? Et à un moment donné, cet enfant-là va évoluer avec ce problème-là qui n'aura pas été découvert en première année, disons. Puis là, il va l'amener en deuxième. Puis là, il accumule des retards. Puis après ça, on espère que les enfants aiment l'école. Mais tu vois, pour avoir fait quand même 2 entrevues cette semaine là-dessus, même le professeur qui était un peu... j'ai parlé avec un professeur dont j'oublie le nom, là, qui était pas contre ça, mais qui trouvait ça quand même... dommage pour la profession de voir que quelqu'un qui n'a pas étudié arrive comme ça dans les écoles et dommage pour certains jeunes, mais disait quand même que dans la grande majorité, il y a des gens qui sont très bons comme professeurs puis qui sont à leur place puis qui sont probablement en train de suivre des cours parce que ça, c'était la 2e entrevue qu'on a faite. De toute façon, quand même qu'on se raconte, là, on n'a pas le choix, là. Puis il va en avoir. Fait quand même que, tu sais, on dit que Bernard Drainville a dit ça, il va avoir des professeurs non qualifiés. On va espérer qu'ils trouvent les bons. Ça, c'est le plus important. Moi, ce qui m'a fait grincer des dents, tu vois, c'est que je l'ai entendu dire que ça allait passer par plus de jeunes, évidemment, formés pour être professeurs dans le futur, parce que c'est un problème qu'on va avoir pour 3, 4, 5 ans. Puis il a dit il faut valoriser la profession d'enseignant. Et là, c'est drôle, sa citation de... Peux-tu vraiment comparer le rôle d'un député à celui d'un enseignant? Mes revenus en tête. S'il y a quelqu'un dans les derniers mois qui n'a pas valorisé le rôle des enseignants, c'est bien le ministre de l'Éducation. Moi, c'est là où j'ai grincé des dents. C'est un bon endroit. Je te dirais aussi que c'est un bac pour devenir enseignant au primaire. C'est un bac de 4 ans.
incluant des stages souvent non rémunérés et tout ça. Donc, tu sais, c'est déjà des études qui sont très longues. Pour voir un peu ce qui se passe, ce serait une bonne idée aussi que les parents comprennent que les enseignants qualifiés, ce sont des professionnels et qui ont étudié là-dedans. Donc, ça aussi. À suivre, en espérant une belle rentrée scolaire pour tout le monde. Puis moi aussi, j'ai retenu François Legault aujourd'hui qui a pris le micro puis qui a un peu comme désamorcé le nucléaire à Gentilly. Mm-hmm. On a comme senti qu'on l'avait pas consulté avant d'aller dans cette direction-là et qui a aussi un peu remis à sa place M. Fitzgibbon là, en faisant wow, là. Sur la moitié des voitures. Ouais, on va pas enlever la moitié des voitures, là. Bon, ce qu'il voulait dire, c'est telle affaire, mais je me suis même dit, tiens, ça va faire du bien que tout le monde se reparle, parce que là, on sentait que tout le monde y allait de déclarations à gauche et à droite. Alors, papa est revenu, M. Legault est revenu, puis il va mettre de l'ordre dans la basse-cour. Ça commence et il y a déjà du rétro-pédalage. Voilà. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Bon, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait sourciller comme ça. Écoute, sincèrement, je lisais cette nouvelle-là et je me disais, ben non, ça se peut pas, là, on peut pas être là. Alors, tu sais, tu es au courant de tous les scandales qui ont secoué Hockey Canada. C'est évidemment pas la seule organisation à avoir fait face à des entraîneurs, abuseurs, condamnés, tout ça. Je pense tout de suite à Bertrand Charret, qui était en cycliste? En ski. En ski. En ski, okay. tout à fait. Il y en a eu en cyclisme. Il y en a eu en gymnastique. Absolument, absolument. Puis le patinage artistique, il n'a pas été épargné. Et il y a un monsieur qui s'appelle Richard Gauthier, qui est un ancien entraîneur de patinage, un homme de 61 ans qui, lui, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille de 14 ans. Cet homme-là, donc coupable d'agression sexuelle et de grossière indécence. Eh bien, à ma grande surprise, un des anciens présidents de Patinage Canada, fait que là, je te parle pas d'une ligue de garage, là, je te parle de Patinage Canada, Benoît Lavoie, il est allé en cours aujourd'hui pour dire que M. Gauthier il a été intronisé au Temple de la Renommée, il a fait de très bonnes choses, puis sa situation actuelle, ça me désole, puis j'aimerais vraiment ça l'aider. Et là, on comprend que il pourrait peut-être retourner comme entraîneur à Patinage Canada. Là, je te parle évidemment d'un bonhomme qui a été reconnu coupable. C'est pas des allégations, là. Mm-hmm. Il a été jugé. Il a été reconnu coupable. La victime, tu sais, ça s'est passé au début des années 80. La victime doit avoir, comme elle avait 14 ans à l'époque, elle doit avoir à peu près une cinquantaine d'années aujourd'hui. Elle-même dit « J'en dors pas encore. Je fais encore des cauchemars. » Alors, d'entendre ça de la bouche d'un ancien président d'une grande ligue, là, quand même, une grande organisation sportive, ça va déranger un peu. Ben non, mais c'est clair. Je veux dire, ce genre d'entraîneur-là, c'est banni à vie, puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autre. Je peux même pas concevoir que quelqu'un... Ça veut pas dire qu'il est banni dans le reste de sa vie, là. Il peut continuer, s'il a purgé sa peine, puis que les choses ont été faites de la bonne façon, après ça, il peut continuer à vivre, mais il peut pas retourner dans le patinage artistique. Je veux dire, c'est ça. C'est un non-sens, là. Que tu sois dans le temple de la renommée ou pas. Ben, en fait, est-ce qu'il devrait encore être dans le temple de la renommée? Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est sûr que tu le laisses pas à nouveau seul avec des jeunes enseigner le patin. Malheureusement, il y a plein d'autres métiers. Hein? Plein d'autres métiers. Il cherche du monde chez Tim Hortons. Ah, ben, il travaille dans une pizzeria en ce moment. Il cherche du monde dans une pizzeria. C'est ça, non, je dis pas qu'il peut plus vivre. Mais de là à laisser avec des jeunes en patin, ça, c'est non. Bon, alors, on peut se demander si on va avoir droit à une autre guerre du crime organisé. Tu sais que ça brasse pas mal là, dans le milieu du crime organisé en ce moment, là, entre la mafia et les Hells et tout ça. Eh bien, il y a eu un incendie aujourd'hui, la résidence d'un Hells Angels, assez haut placé quand même, qui a été visé par des cocktails Molotov. Un ou plusieurs, là, c'est pas encore clair. Son nom à lui, c'est Robert Barletta. Donc, en fait, pour l'instant, c'est la Sûreté du Québec là, qui est chargée de l'enquête. Toujours pas de suspect, mais tu sais, on peut se dire que, bon, c'est probablement, disons, un message, on va le dire comme ça, probablement un message qui a été passé. Ça se peut que ce soit la cuisinière qui a été laissée ouverte. Ça se pourrait. Ça se peut. Ça se pourrait. Ça se peut. Mais tu sais, considérant qu'il y a une autre maison
dans le même quartier qui a été incendié un petit peu plus tôt. Là, les policiers se disent, c'est quoi, ils se sont peut-être trompés de maison la première fois, c'est peut-être lui qui visait. Ça, c'est toujours moi ce qui me dérange. Je veux dire, qu'ils se fassent la guerre entre eux autres, je trouve pas ça chic. Je trouve ça inquiétant, je trouve pas ça le fun. Des balles perdues, des histoires comme celle-là, on n'en veut pas. Mais bon, tant que c'est entre eux autres, on dirait que ça me dérange moins. Là où j'ai toujours peur, c'est quand un civil est victime d'une guerre qui est pas la sienne, ou dans un cas comme celui-là, si jamais ils se sont trompés de maison puis qu'ils ont brûlé la mauvaise, c'est là où j'ai envie de dire, fais tes devoirs. Ben, ouais. Mais sans. Puis, ce qui est surprenant quand même, c'est que les voisins avaient aucune idée que cet homme-là était membre du crime organisé. Donc, tu sais, des fois, on dit souvent, tu connais mal tes voisins ou connais pas tes voisins. C'était assez discret. Pourtant, c'est un gars qui est quand même en vue. Il faisait partie du chapitre de London, en Ontario. Et les membres des Hells du Québec sont allés le chercher parce que ce serait un expert, si on veut, des paris sportifs illégaux. OK. Mais tu sais, justement... le crime organisé se raffine. Je vais le dire comme ça. Là. C'est plus les gros gars avec des tatouages qui se promènent en moto avec des frocs de cuir. Là. Lui, s'il est spécialisé dans les paris sportifs, il a peut-être l'air d'un homme d'affaires. Là. Il sort peut-être avec sa mallette, son beau petit complet, sa belle voiture, puis tu te dis, oh mon Dieu, il doit travailler en finance quelque part dans une tour à bureau. Là. Fait que c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a l'air de faire de l'argent qui est nécessairement associé au crime organisé. Tout à fait. Fait que ça se peut bien, puis peut-être qu'il y en a dans mon voisinage ou dans le tien, puis on ne sait pas. Économie. Bon, alors, le Bodleian des Québécois affiche un faible rendement quand même pour la première moitié de 2023. Là, la Caisse de dépôt a enregistré, c'est positif quand même, là, mais c'est seulement 4,2 %. C'est 0,1 % de plus que son portefeuille référence. Le rendement moyen au Canada des fonds du même genre, là, en ce moment, c'est à peu près à 4,8 %, donc c'est un peu moins que la moyenne. Il reste quand même qu'on n'est pas dans le rouge, là, donc il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. PDG de la Caisse, Charles Lemond, dit que les marchés sont très volatiles en ce moment et que dans les 3 dernières années, il a diversifié un peu le portefeuille pour essayer de faire face à la situation, mais tu sais, sur les marchés, c'est pas facile pour personne. Il reste que l'actif net de la Caisse s'élève quand même à 424 milliards de dollars. C'est 22 milliards de plus qu'en 2022. La Caisse de dépôt, c'est le Bodleian des Québécois. C'est ta retraite. C'est la mienne. Fait que c'est important quand même de suivre ça. C'est pour ça que ouais, mais tu vois, j'en ai parlé tantôt avec Francis, qui est notre économiste. Puis... lui a décortiqué les chiffres, parce que toi et moi, on a vu le gros chiffre de 4,2, on a vu j'étais juste 0,1 par rapport à leur espèce de taux barrière. Là. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, ils ont très bien fait dans leur placement. Ce qui est en bourse, c'est le hors-bourse qui a pas bien été. Donc, lorsqu'ils investissent dans des compagnies, dans des PME, dans des projets, c'est là où le rendement n'a pas été bon. Puis ça, évidemment, ça vient teinter l'autre rendement en bourse qui, lui, a été bon. Fait que lorsqu'ils prêtent de l'argent ou ils subventionnent une usine, en pensant que ça va fonctionner, bien souvent, ils se sont fait avoir. Là, ils me nommaient une couple de compagnies, Centris, je pense, entre autres, là, qui ont perdu 200 millions là-dedans. Fait que, c'est pas trop... Ça va assez vite que ton rendement est impacté. Là. Mais, Francis, qui connaît ça plus que toi et moi, n'était pas en train de capoter avec ça. Là. Il a dit, bon, à 4,1, 4,2 versus un 4,1 ou un 4,8, là, on est quand même dans la moyenne. Puis c'est quelques placements qui ont fait en sorte là, de tirer la moyenne vers le bas. Il faut que je revienne sur la fermeture du journal Métro. Si je t'ai mis ça dans la section économie, c'est surtout pour rappeler à nos auditeurs, parce que toi, je sais très bien que tu as ça derrière la tête tout le temps. Derrière le journal Métro, il y a des jeunes qui aspirent à une grande carrière puis qui veulent gagner leur vie honorablement. Donc, tu sais, on connaît bien les ravages des Meta, des Google et tout ça dans l'industrie. Mais selon le PDG du groupe Métro Média, Andrew Mollet, cette fois-ci, ce sont peut-être des Québécois qui sont tirés dans le pied. Il reproche, entre autres, à Valérie Plante d'avoir tué le marché avec son règlement qui interdit la distribution du Publisac. C'était une importante source de revenus pour le groupe. Donc, pas de publicité, pas d'annonceur, pas d'entrée d'argent. Fait que le calcul est simple à faire. M. Moulet était d'ailleurs au micro de Marie Montpetit. Il y en avait long à dire sur la mairesse de Montréal. J'ai le cœur
la passion pour ce qu'on fait. Je comprends vraiment pas pourquoi on va aller faire un tweet insensible, une communication un peu de thoughts and prayers pour le grand public quand on aurait pu faire un mea culpa, parler avec quelqu'un, admettre notre responsabilité. Je pense qu'en 2023, on peut admettre des affaires. On veut l'histoire sur notre côté. On veut pas laisser ce genre d'impact-là. Il y a une façon de rectifier ça. Si le gouvernement municipal aurait appuyé Métro avec le provincial, peut-être on serait pas du tout où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, écoute, l'entrevue complète est disponible là, sur l'application Cube. Il reste que c'est un autre média qui prend l'eau, que ce sont des jeunes professionnels qui voient un petit peu leur rêve s'éteindre, du moins pour l'instant. Fait qu'on va souhaiter bonne chance à tout le monde. Vraiment. Puis Valérie Plante a beaucoup de dossiers pour cet automne. Là. Il y a l'eau qui fait beaucoup jaser. Il y a les logements, là, ce qu'elle a passé pour les logements qui ne fonctionnent pas bien, là, pour s'assurer qu'on fasse un logement plus haut de gamme, puis qu'on en bâtisse un pour monsieur, madame, tout le monde. Ça fonctionne pas non plus. Son projet de l'hippodrome, là, qui lève pas non plus. On va avoir moins de temps pour aller danser sur les chars allégoriques. J'ai l'impression. Le Monde. Alors finalement, le président Joe Biden va se rendre lundi à Hawaï. Les Américains lui ont reproché son silence avec les feux qui ravagent l'État du Pacifique. C'était d'ailleurs défendu en disant qu'il parlait quand même régulièrement au gouverneur, donc il faisait le point. Il reste que c'est une véritable tragédie là, qui se déroule là-bas. On est rendu à 106 morts et les autorités pensent que c'est un nombre qui pourrait même doubler. La première dame, Jill Biden, va aussi être du voyage. Elle va rencontrer des équipes sur le terrain puis des survivants de la tragédie. Seulement dans la ville de Lahaina, j'espère que je prononce bien, où vivaient 12 000 personnes, il y a 2 000 bâtiments qui ont été détruits. Puis le coût de reconstruction est déjà chiffré là, à peu près 5,5 milliards de dollars. Fait que c'est une catastrophe qui va coûter une fortune, mais surtout qui va coûter énormément de vies humaines. Ça, c'est clair. En même temps, pour vrai, là, moi, je comprends pas toujours ce besoin que les politiciens se déplacent. J'imagine que c'est parce que j'ai pas vécu de grosses tragédies, puis peut-être que ça me ferait du bien de voir mon premier ministre débarquer dans ma ville s'il y en avait une, mais envoie-moi de l'aide, envoie-moi de l'argent. Quand même que M. Biden débarque là, puis qu'il serre une coupe de main, qui prend des photos pour mieux paraître, là, parce qu'il n'a pas bien paru dans ce dossier-là. Ça changera rien à la situation d'Hawaï après. Là. Fait que, envoie des ressources, envoie des hommes, envoie des bras pour reconstruire, envoie de l'argent. Mais ça me fait toujours rire, ça, quand j'entends il va se déplacer sur place, un monsieur à 80 ans avec sa femme. Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller serrer des mains. Ben ouais. Mais d'un autre côté... J'imagine que c'est du support, là, mais je trouve que c'est surfait. Plus support moral. Mais tu sais, déplacer un président ou déplacer un premier ministre, ça prend des effectifs incroyables. T'sais. Fait que d'un autre côté, t'as une région qui se bat contre les forces naturelles, finalement. Et là, tu as toute une délégation qui vient mettre une pression supplémentaire au niveau de la sécurité, au niveau des voitures, de ci, de ça. Donc, tu sais, ça ajoute... moi, c'est ce que je pense. Fait que, à la place, là, sauve tous ces salaires-là, puis le déplacement, puis donne-les en subvention pour reconstruire. Puis c'est la même chose ici, là, quand il se passe de quoi? Ah, M. Legault est allé. Ah ouais, il est allé. Il a pris 3-4 photos, une couple d'entrevues, des vidéos, il a serré 4 mains, puis il est revenu. Puis là, c'est pas contre M. Legault, là, c'est la même chose M. Trudeau. Je comprends pas cet engouement, à part pour calmer les médias. Rassurer la population un peu quand même. C'est un message qui est envoyé. Moi, je trouve que dans ce dossier-là, il a eu l'air au-dessus de ses affaires. Ça, c'est comme s'il s'en intéressait pas. On l'a vu en vacances pendant sa fin de semaine. T'sais, ça, c'est pas correct. Mais qu'il le gère à distance, puis qu'il a l'air dans sa job, comme on dit, puis qu'il se tienne au courant, puis que dans chaque point de presse, il relance, hey, on va aider Hawaï, on les oublie pas, puis ça aurait fait le même travail. Mais je comprends que pour les relations publiques, ça aide. Bon. Mais peut-être qu'il voudrait faire comme Donald Trump à Porto Rico quand il lançait les rouleaux de Scott Towel. Ah, je me souviens pas de ça, non? Ah, il était allé justement à Porto Rico après je crois qu'il y avait eu un séisme, là, je me souviens peu exact, un ouragan qui avait été complètement dévasté. Et pour aider la population, il lançait comme s'il lançait un ballon de basketball des rouleaux de Scott Towel aux sinistrés. Voilà. Ça aide vraiment. Ça aide, hein? Vraiment beaucoup. À moins que ce soit une inondation, parce que Sponge Towel, ça absorbe.
Pas à peu près. C'était Tout savoir en 24 minutes. Merci.